Bienvenue à tous. La communauté internationale se donne rendez-vous à Belém, au Brésil, 10 ans après l'accord de Paris sur le climat. La 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tient en Amazonie. Enjeux et défis de la COP 30, nous en parlons sur ce plateau avec un négociateur climatique de la société civile africaine. Sylvain Akati, vous êtes le directeur exécutif de l'action de l'ONG Action des Jeunes pour le développement intégral, AGEDI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci cher Gaëtan, merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment sur la chaîne New World, la chaîne mondiale. Monsieur Akati, vous allez prendre part à la COP 30 à Belém, au Brésil. Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment où ces négociations climatiques se lancent en Amazonie? C'est vrai, la COP à Belém va s'ouvrir bientôt, mais si bien même je reste un peu craintif, c'est-à-dire que je crains un certain nombre de choses, mais je reste quand même motivé que tout va bien se passer à Belém pour cette énième COP 30, COP 30 de Belém. Qu'est-ce qui fonde vos craintes? Mes craintes sont multiples. D'abord sur le plan politique et sur le plan économique, et surtout sur le plan économique où c'est toujours des promesses. Et on ne sait pas effectivement fin des fins qu'est-ce que les COP représentent. Et ces COP-là qui devaient être effectivement un carrefour pour renforcer l'action mondiale en termes de lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, ça devient une rencontre de tourisme climatique. Et bon, mes craintes sont au niveau de financement par rapport à la dette climatique qui est plus de 21 000 milliards aujourd'hui que les pays du Nord doivent rembourser pour les pays du Sud, pour tout ce qu'ils ont causé comme dégâts au niveau climatique. Alors, vous pointez du doigt un problème épineux qui gangrène toutes les négociations climatiques, la question du financement. Qui doit financer quoi et pourquoi? Qui doit financer quoi et pourquoi? Une très belle question qui se pose à tous les niveaux, et vous comprendrez effectivement que aujourd'hui les pays les plus développés sont des pays qui font la combustion des combustibles fossiles, pour le dire ainsi, ou les énergies fossiles. Et là, qui a pollué et qui a causé des dommages? Qui a cherché problème? C'est la personne qui doit financer. Et qui il va financer? Il doit financer l'atténuation et il va financer l'adaptation. Donc l'atténuation, pour dire que c'est un rapport avec l'accord de Paris, et l'adaptation aussi dans cet article 6 de l'accord de Paris qui disent que ceux qui ont causé des problèmes au monde entier, qui repart, qui trouvent des solutions. Et ce n'est pas n'importe quelle solution, c'est des solutions adéquates par rapport, par exemple, aux énergies renouvelables, par rapport au transport sobre, par rapport aussi à l'agriculture intelligente ou l'agriculture bio, ou par rapport aussi à ce que nous voyons autour de nous comme les vagues de chaleur ou la sécheresse et les inondations. Donc nous sommes dans l'adaptation. Et en attendant que ces financements soient trouvés, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé mardi un appel, je le cite, « Il nous faut faire en sorte que tout dépassement soit aussi faible et aussi bref que possible ». Monsieur Akati, cet appel a-t-il des chances d'être entendu? Chances d'être entendu, oui. Mais si tout le monde prend conscience, si surtout les pays du Nord, les pays les plus développés, prennent conscience véritablement de l'urgence
climatique aujourd'hui et pense que nous devons faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, c'est aller dans le concret. Ce n'est plus au discours politique, médiatique ou sur le plan politique pour dire que oui, on va faire, mais que tout le monde prenne conscience et ait la volonté politique de s'engager. Donc, alors, vous le mettez toujours au conditionnel. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas pris conscience de l'urgence climatique? Moi, je ne vois pas encore cette conscience, à moins qu'on peut nuancer pour quelques pays qui sont conscients et se disent que si rien n'est fait, les générations futures sont déjà dans des problèmes. Et nous-mêmes, nous sommes déjà dans des problèmes. Et d'autant plus que nous sommes au-delà de 1,5 degré Celsius aujourd'hui, comme je le disais, avec tout ce que vous constatez, l'extrême chaleur, les inondations, les vents violents, etc., etc. Donc, conscience ici voudrait dire que au-delà des discours, au-delà des pas ou au-delà des rencontres que nous faisons, par exemple au niveau de cette COP, il faut vraiment que le nerf de la guerre soit discuté et commencer par financer les projets sur le terrain. Et cette COP se tient 10 ans après l'accord de Paris sur le climat qui a été arraché en 2015 au Bourget. Quel est pour vous l'enjeu ? L'enjeu en réalité par rapport à cette COP, moi je ne trouve pas d'enjeu, mais on peut rappeler l'enjeu aujourd'hui qui est pour nous économique, c'est-à-dire que de l'argent, le financement. Le financement est non seulement de ces 400 milliards promis à Azerbaïdjan, mais les 400 milliards par rapport à l'atténuation et à l'adaptation. Et vous allez voir aussi que non seulement des 400 milliards, dont tout à l'heure je vous faisais cas de la dette que les pays du Nord doivent pour les pays du Sud. Donc pour nous, l'enjeu, c'est une COP qui doit être une COP de vérité pour que cette dette-là soit remboursée. Donc pour moi, l'enjeu, ça devrait être le recouvrement ou le remboursement des dettes climatiques envers les pays du Sud. De Paris à Belém, il y a eu plusieurs COP qui se sont tenues avec pour dénominateur comme toujours cette même question de financement, d'argent. Pourquoi ça bute ? Vous allez entendre certains dire qu'il n'y a pas de charité, il n'y a pas... quelle est votre responsabilité et il n'y a pas la transparence et il faut réviser les CDN, etc., etc. Vous allez entendre tous ces mots-là lorsque nous allons dans les COP. Donc dans un esprit où ça devient une bande où chacun tire de son côté. Pourquoi chacun tire de son côté? Ça devient des rencontres d'intérêt et non l'enjeu primordial qui est de discuter sur des questions de financement pour résoudre les problèmes un tant soit peu. Vous allez voir que certains pays ont craqué la porte pour dire que pour nous, la COP c'est de l'anarque, pour nous, la COP c'est de rien du tout. Pour nous, les financements, on ne peut pas financer les pays du Sud tant que ces pays du Sud-là ne prennent pas conscience de dire que nous aussi, nous avons une responsabilité dans le jeu. Oui, si les pays du Sud ont une responsabilité dans le jeu, que ça soit différencié. Dans tous les cas, les pays ne sont pas les mêmes. Et il faut comprendre l'exemple du bassin du Congo qu'il faut protéger fortement et qu'il faut comparer au Brésil où la COP se tient dans l'Amazonie. Ce n'est pas la même chose. Et donc c'est là que la question doit se retrouver sur la table pour dire que non, il faut qu'on trouve des points, les points d'achoppement, c'est-à-dire les points communs qui nous permettent de trouver les financements adéquats pour permettre aux pays du Sud qui n'ont pas assez de moyens comme les pays du Nord, pour lutter contre les effets du changement climatique. Voilà là où ça bute à chaque fois, parce que les gens pensent que pourquoi nous on doit financer et
La raison, elle est simple. Vous avez pollué, vous devez payer les pots cassés. La responsabilité commune mais différenciée, c'est l'un des principes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 92. Vous pensez que ce principe est diversement apprécié ou appliqué aujourd'hui, puisque vous dites les pays qui ont pollué ne payent pas? Oui, et pas diversifié, mais c'est très simple parce que c'est le terme ou le concept même, c'est les pays développés qui ont amené cette question de voir tous les acteurs dans un esprit de responsabilité commune, mais différencié. Oui, ce que nous disons, c'est la même chose. C'est vrai parce que là, il faut aller vers des prêts et des subventions pour nous, pas des prêts concessionnels. Pourquoi des prêts concessionnels? Parce qu'il s'agit d'une cause commune qui est la cause climatique. Donc pourquoi il faut faire des prêts aux pays du Sud? Donc pour nous aussi, il faut financer l'adaptation pour nous permettre de s'adapter par rapport à ces effets des changements climatiques dont nous disons. Donc pour nous, il faut réviser les CDN, mais là aussi, j'apprécie le secrétariat des Nations Unies qui a fait sortir un outil commun pour que tous les pays puissent appliquer. Mais il faut voir, est-ce que les pays vont adopter cet outil-là et appliquer comme il le faut, parce qu'on l'appelle les CDN 3.0. Oui, à ce sujet précisément, M. Akati, les contributions déterminées au niveau national ont été révisées par chaque État. Hein, le principe, c'était chaque 5 ans. Alors, peuvent-elles faire inverser la tendance aujourd'hui, alors que le dépassement du seuil de 1,5 degré Celsius de réchauffement de la planète est désormais inévitable selon les scientifiques? Ça devait faire l'affaire si le nerf de la guerre dont je vous parlais tout à l'heure tantôt, qui est des financements, qui est de l'argent sur la table, l'argent liquide. Ce n'est pas des promesses, ce n'est pas des financements contraignants. Donc il faut faciliter les procédures, il faut mettre du financement aux pays du Sud. Et pour ces pays du Sud, vous allez voir que les pays ne sont pas les mêmes, comme je vous disais. Et aujourd'hui qu'on parle de ces CDN, d'autres traînent encore dans la boue. Même si on a donné 10 ans, certains pays ne sont pas capables de produire ces rapports-là à l'endroit du secrétariat des Nations Unies. Donc, ça peut inverser, comme vous l'avez dit. Oui, ça peut inverser si les financements sont adéquats et qu'on finance effectivement les énergies renouvelables, qu'on trouve des alternatives au niveau de l'agriculture, au niveau de la foresterie, au niveau de transport, de la mobilité verte, comme je l'appelle souvent. Et donc tout ceci, là, ça peut inverser la tendance, mais c'est dans l'action. Et comme mon père le disait, c'est au pied du mur qu'on verra le maçon comment il est en train de travailler. Donc ça, moi je pense, à mon avis, que l'argent soit sur la table pour inverser les choses. Et pour espérer ramener l'augmentation de la température mondiale en dessous des 1,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, les Nations Unies appellent à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre. Comment mettre les pays pollueurs au pas? Et comment les mettre en pas? Voilà une grande rencontre comme la conférence des partis où tout le monde devait être là et discuter. Plus de 178 pays, États partis, plus l'Union européenne qui est État parti aujourd'hui, et où ces rencontres-là devaient faire l'objet de discussions pour trouver des solutions concrètes. Et voilà, certaines craquent les portes. Et certaines ne participent pas, certaines disent que ce n'est pas de la charité, certaines ne sont pas contents des financements pour appuyer l'adaptation et l'atténuation. Donc maintenant, pour aussi appeler ces pays que nous sommes dans l'urgence, qu'il faut d'une manière concrète agir, sinon nous tous nous sommes dans des problèmes, il faut qu'il y ait des rencontres B2B, face à face, pour qu'on se dise de la vérité. Pourquoi je vous disais que cette COP devait être une COP de vérité? Il faut qu'on se parle face à face pour dire que, s'il vous plaît, arrêtez le massacre
les énergies fossiles, oui, ça nous permet de voyager, de prendre les avions, de voyager en mer, de faire le transport maritime par exemple, mais ça dégrade aussi et les terres, non seulement la déforestation des forêts, mais la dégradation des terres. Et ainsi, il faut que vous commenciez par mener des pas concrets en finançant sérieusement l'atténuation et l'adaptation, je dis. Alors vous dites certains ne veulent pas participer ou sont dans ce qu'on peut appeler le négationnisme. On va appeler un chat, les États-Unis, l'administration Trump, on le sait, est un peu traîne les pas parce que nous avons à la tête des États-Unis un climato-sceptique, Donald Trump. Est-ce que vous, en tant que négociateur, vous pensez que c'est déjà perdu d'avance? Pas perdu. Des fois, lorsque nous faisons la marche ensemble et certaines quittent la marche, ou des fois quand vous mettez le feu, il y a un bois qui fume et vous enlevez le bois, c'est une bonne chose au fait. Ne pensez pas que c'est perdu. Au fait, on pense que peut-être le bois qui fume, c'est un gros bois. Donc, si ce bois-là est sorti, tout est capoté. Non, rien n'est fini. Et on peut faire la bonne marche parce que lorsqu'on enlève le bois qui fait la fumée, ça va permettre maintenant de faire une bonne marche ensemble et atteindre les objectifs. Oui, les États-Unis, c'est pas rien, c'est quand même un gros pollueur. Un gros pollueur, je ne veux pas dire certaines choses sur cette chaîne, que vous comprenez que nous sommes dans un esprit de capitalisme et les gens ne veulent pas entendre parler des changements climatiques ou de la protection de l'environnement. Mais même si les États-Unis sortent de cette marche-là, il faut que les États-Unis d'Amérique ou le gouvernement Trump prennent de bonnes décisions pour protéger l'environnement. Et c'est ce que nous les demandons tout simplement. Le monde entier a connu 2 années les plus chaudes jamais enregistrées, 2023 et 2024. Monsieur Akati, le pire a-t-il passé ou encore à venir à la tendance actuelle? À la tendance actuelle, vous avez bien dit qu'on a dépassé largement. Et pourquoi on a dépassé, c'est tout ce que nous avons causé comme problématique à la nature. Et la nature nous rembourse à ce moment. Et donc, le pire est devant. Le pire est devant aujourd'hui parce que vous constatez vous-même et l'extrême chaleur dans certains pays, les inondations où il pleut dans la saison sèche. Avant, tant qu'on ne constatait pas ces genres de trucs, il faut constater aussi l'affaissement de la mer. Or, la mer qui absorbe plus de 30% du gaz carbonique aujourd'hui se trouve menacée avec des milliards de tonnes de déchets dans la mer et la fonte des glaces. Et vous comprenez que même tout dernièrement, on a vu des oiseaux migrateurs chuter sur la mer, des baleines chuter sur la mer. Et tout ça, là, ça montre que le pire est encore devant si rien n'est fait. Et ceux qui payent le plus lourd tribut, ce sont les pays du Sud qui ne sont pas des pays pollueurs. Où est-ce qu'on en est avec le fonds pour la compensation des pertes et préjudices? Très belle question que vous posez, c'est ce que j'appelais la coupe de vérité. Il faut que cette année à Belém, que le fonds sur la perte et préjudice soit opérationnel. Donc voilà, je martèle toujours en disant que c'est question de financement à tous les niveaux. Parce qu'on a beaucoup discuté, on a assez discuté par rapport à l'action mondiale en termes de changement climatique, mais jusqu'alors, des décisions traînent à être opérationnelles et nous ne comprenons pas pourquoi ces pays puissants sont en train de se comporter ainsi. Mais cette année, je crois que les fonds sur les pertes et dommages seront opérationnels et ainsi on pourra commencer le travail sur le terrain. Sylvain Akati, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.